Donc, bienvenue aux vidéos pour le cours 4, où on va parler de réflexion totale interne et de dispersion. Deux sujets qui ne sont pas si reliés que ça, mais qui complètent la matière du chapitre 4. Donc, premièrement, pour la réflexion totale interne, en fait, c'est, si on veut, une situation particulière qui survient d'un cas limite de la réfraction. Fait que ma situation normale, c'est d'avoir la réfraction ici. J'ai mon rayon incident et mon rayon réfracté. Je me suis placée dans une situation où le N1, donc le N de mon faisceau, de mon rayon incident, est plus élevé que le N du milieu où s'en va mon rayon, donc de mon rayon réfracté. Et c'est dans cette situation-là seulement qu'on va pouvoir avoir la réflexion totale interne. Ici, je peux voir que si je déplace mon rayon incident, à chaque fois, mon angle de réfraction va être un petit peu plus grand par rapport à la normale, donc mon rayon s'éloigne un petit peu de la normale. Donc, chose que je peux voir avec cette simulation-ci, c'est qu'au fur et à mesure que mon rayon réfracté se rapproche de la surface, de l'interface, mon rayon réfléchi ici devient de plus en plus présent, de plus en plus visible. Donc, la simulation ici, elle tient vraiment compte du fait que quand il y a de la réfraction, il y a aussi de la réflexion, on en a parlé dans la dernière vidéo, et qu'en fait, l'énergie du rayon incident se partage entre les deux rayons, réfracté et réfléchi. Puis ce partage-là d'énergie se fait selon l'angle d'incidence ou de réfraction qui vont ensemble. C'est pas vraiment quelque chose qu'on va étudier dans le cours, mais ça montre bien ce qui se produit quand on arrive à la limite. Donc quand on arrive à la limite, mon angle ici, mon angle réfracté est rendu presque de 90 degrés, puis il y a presque plus d'énergie qui va dedans. Puis ça, c'est une question de loi des champs électromagnétiques à l'interface. Plus compliqué, aller faire un bac en physique, c'est super intéressant. Et donc, presque toute l'énergie est rendue dans mon rayon réfléchi. Puis en fait, si je m'en vais plus loin que ça, avec un plus grand angle ici, mais je peux plus avoir de rayon réfracté parce que j'ai dépassé le 90 degrés, je ne peux plus sortir dans le milieu 2. Et donc, il n'y a plus de rayon réfracté. Tout ce qu'il me reste, c'est le rayon réfléchi qui va à ce moment-là prendre toute l'énergie, toute l'intensité du rayon incident. Et c'est pour ça qu'on parle de réflexion totale. Parce que toute l'énergie du rayon incident s'en va dans le rayon réfléchi. Donc ça se produit à partir de quand mon angle θ2 est rendu de 90 degrés. Là, ma simulation ne me permet pas de bien vous le montrer. Et à ce moment-là, donc si mon angle ici était exactement de 90 degrés, bien mon angle d'incidence ici serait appelé l'angle critique. Donc l'angle critique, c'est un terme qu'on réserve pour l'angle incident qui commence à faire de la réflexion totale interne ou, si on veut, à partir duquel on ne peut plus faire de réfraction. Ce phénomène-là de réflexion totale interne a une application très concrète, soit la fibre optique. Donc la fibre optique, le concept derrière ça, c'est de faire entrer un faisceau laser ou un rayon laser, donc on va traiter ça comme si c'était un seul rayon à la fois, qui va rentrer dans une certaine substance de plastique, de verre ou quoi que ce soit d'autre, avec un indice de réfraction plus élevé que celui qu'il y a à l'extérieur. Et à ce moment-là, le rayon laser va être pris à l'intérieur de la fibre optique, va subir plusieurs réflexions totales internes qui vont nous permettre de diriger le rayon laser là où on veut, donc de faire courber le parcours du rayon laser sans jamais perdre d'intensité parce que, comme je le disais, toute l'énergie du rayon initial s'en va dans le rayon réfléchi. Il y a en fait une certaine limite de courbure qu'on peut donner à la fibre optique sans quoi le rayon finit par ressortir. Et ça dépend vraiment des indices, donc l'indice de la fibre optique versus ce qu'il y a à l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va utiliser aussi des gaines dans les fibres optiques. Donc une gaine ça va être un matériau à l'extérieur de la fibre optique en tant que telle, qu'on va plutôt alors définir comme étant le cœur de la fibre optique. Donc en fait, les deux ensemble sont la fibre optique. Et donc, ça va être le rapport des indices de réfraction entre la gaine et le cœur qui va déterminer si le rayon est réellement réfléchi ou non, et jusqu'à quel angle c'est possible. Donc, éventuellement, c'est quoi le rayon de courbure minimal qu'on peut donner à la fibre optique. En théorie, la gaine n'est pas nécessaire.
D'ailleurs, j'ai des images de situations photographiées sanguines. Ici, c'est même pas une fibre optique, c'est en fait de l'eau. Donc, on a un rayon laser qu'on a fait passer dans un gros contenant d'eau. On a percé un trou. Donc, on a un jet d'eau qui sort et on peut voir que le laser est emprisonné. Donc, tout ce qu'il y a à l'extérieur, c'est de l'air. Mais le rapport entre les indices de réfraction entre l'eau et l'air est suffisant pour avoir de la réflexion totale interne. On peut voir que le faisceau perd un peu de cette précision, c'est de la dispersion, ça, on va en parler un petit peu plus tard. Un autre exemple, ici très théorique parce que c'est beaucoup plus gros que les fibres optiques qu'on utilise, avec une forme étrange en plastique, on peut vraiment voir qu'on a un rayon laser qui rentre ici, qui réfléchit, 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 et ainsi de suite. Et ici, encore une fois, on n'a pas de gaine. La gaine est vraiment utile quand on a besoin de mettre plusieurs fibres une à côté des autres et qu'on veut s'assurer qu'il y a quand même toujours une différence d'indice de réfraction immédiatement à l'extérieur du cœur. Nous sommes donc rendus à parler de dispersion et pour la dispersion, j'utilise une simulation que j'ai trouvée sur internet qui décrit pas mal tout ce que je veux décrire. Donc ici, j'ai un rayon, pour l'instant je vais parler de monochromatique, plus tard on aura plusieurs couleurs. Et ce que je veux faire voir ici, c'est que si je change la longueur d'onde de mon faisceau, ce qui correspond à la couleur, ben, mon rayon réfléchi ici, mon rayon réfracté, pardon, ici, émergent, il se déplace un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il se déplace un petit peu? Bien, si on vient regarder ici, vous pourrez voir que l'indice de réfraction change quand je change la longueur d'onde, et ça, c'est un vrai phénomène. Donc, l'indice de réfraction varie selon la longueur d'onde de la lumière. Pour des lumières monochromatiques, donc avec une seule longueur d'onde, ça fait en sorte que le rayon s'en va pas toujours à la même place. Mais si j'ai de la lumière blanche, j'ai en fait toutes les couleurs en même temps. Là, on voit plus mon faisceau initial de longueur blanche. On le voit mieux si je mets une autre couleur de fond, mais on voit moins bien ce qui se passe ici. Donc, gardez en tête qu'on a un faisceau de lumière blanche, qui est donc composé de toutes les couleurs à la fois. Et une fois que je les fais passer dans mon prisme, ben là, je peux vraiment voir le phénomène de dispersion, soit l'étalement de mon faisceau dû à la séparation de ces couleurs à cause de la variation d'indice de réfraction. Donc ça sonne un petit peu redondant comme définition, mais il pourrait exister des matériaux qui ne seraient pas dispersifs ou certains qui sont plus dispersifs que d'autres. On n'ira pas regarder tant que ça les propriétés des différents milieux au niveau de la dispersion. Ce qui va plutôt nous intéresser, ça va être l'angle de dispersion. Donc, on peut voir que j'ai repris j'ai repris la situation de la dispersion de ma simulation, mais j'ai tracé des angles différemment. Donc, d'un côté, j'ai considéré vraiment les angles de réfraction d'émergence à la sortie du prisme, donc par rapport à la normale. Et je suis allée chercher la limite, donc les extrémités de mon faisceau, donc d'un côté le rouge et de l'autre côté le violet. Et à ce moment-là, si je fais la soustraction entre θ violet et θ rouge, ben je vais obtenir l'angle de dispersion de mon faisceau. De l'autre côté, ben j'ai encore soustrait des angles correspondant aux deux extrémités de mon faisceau, mais j'ai pas utilisé le même point de référence. J'ai plutôt utilisé la direction initiale de mon faisceau incident. Donc ce que j'ai pris, c'est la déviation de mon faisceau rouge, de mon rayon rouge, de ma couleur rouge, et la déviation de ma couleur violet. Et ce sont ces angles-là que j'ai soustraits, ça me donne quand même la dispersion. Donc, ce qui est important quand on cherche l'angle de dispersion, c'est de considérer les extrémités de notre faisceau et le même point de référence pour les deux angles qu'on veut soustraire. Mais après ça, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut, tant qu'on obtient un résultat positif. On va en parler en valeur absolue. Pour parler d'un angle de dispersion, il faut qu'on garde vraiment le concept du prisme dans lequel si je déplace mon faisceau incident, ou si je déplace donc la valeur de la réfraction, ça va changer l'angle à la fin. Par contre, si j'ai une plaque, donc quand je parle de plaque, c'est avec des faces qui sont parallèles, à ce moment-là, chacune des couleurs va suivre un trajet comme celui-ci, où le rayon émergent va revenir parallèle au rayon incident. Donc, si on peut vraiment voir que c'est parallèle,
J'ai 2 cases ici, 3 cases. C'est pas super bien placé pour qu'on le voit, mais ça revient pas mal à la même chose. 2 cases, 3 cases. Ça redevient vraiment parallèle. Et peu importe ce que j'utilise comme angle d'incidence ici, ça revient quand même parallèle. Je suis rendue avec 3,2 et je suis rendue avec 3,2. Donc ce qui va se passer dans ce temps-là pour un faisceau composé de plusieurs couleurs, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc chacune des couleurs se déplace pour revenir parallèle au rayon initial. On va parler d'un déplacement latéral. Mais ce ne sera pas la même distance pour chacune de mes couleurs. Donc le bleu va s'être plus éloigné que le rouge. Donc ici, on pourra parler de l'étalement latéral, toujours la différence entre les deux limites de mon rayon, mais cette fois-ci, ça va être une distance plutôt qu'un angle. Je viens ensuite vous parler d'un phénomène qu'utilise, en fait, d'une situation qui utilise les 3 phénomènes optiques qu'on a vus depuis le début du chapitre 4, soit l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel se produit dans des petites gouttelettes d'eau. Donc ma forme sphérique ici, c'est une gouttelette d'eau. Dans les nuages, elles sont assez petites pour vraiment avoir une forme sphérique. Et ici, j'ai un rayon, je commence par le rouge, qui va subir premièrement une réfraction dans la goutte d'eau. Ensuite, il y a une partie du rayon qui sort, donc il y a une partie qui est de la réfraction, mais il y a une partie aussi qui est réfléchie. Donc c'est pas une réflexion totale interne, mais c'est une réflexion quand même. Puis une autre réfraction ici. Et ça va se produire, mais de manière différente pour chacune de mes couleurs. Donc au fur et à mesure que je me déplace vers le vert, et ensuite le bleu, on peut voir que mon rayon n'est pas ressorti au même endroit. Ça va se produire pour donc chaque couleur différemment, mais aussi avec plusieurs angles d'incidence selon d'où le soleil arrive. Et en fait, ce que je suis allée chercher ici, c'est ma situation limite. Fait que là, je vous montre toutes les positions possibles d'où le bleu peut ressortir. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que le bleu ne ressort pas par ici. Si je m'en vais maintenant au vert, le vert a aussi un endroit limite où il va ressortir, qui est quelque part ici. Et le rouge a aussi sa limite d'où il peut ressortir, qui est en fait un petit peu plus loin. Donc quand je me place vers la position pas mal limite, et que je reviens vers le bleu, j'ai toutes les positions limites de chacune de mes couleurs. Et c'est là que je vois vraiment mon arc-en-ciel. Ici, toutes les couleurs peuvent ressortir, donc en fait, ça va être de la lumière blanche qui va finir par ressortir de la gouttelette d'eau. Alors que ici, il y a seulement le rouge qui peut ressortir, et au fur et à mesure, on ajoute toutes les couleurs. Ici, le bleu va être plus concentré, donc même si toutes les couleurs sont présentes, ça va avoir l'air bleu, puis éventuellement, ça va avoir l'air blanc. Et ça, on peut le voir en revenant à mes photos. Donc, j'ai un arc-en-ciel, on voit le bleu au-dessus, on voit le dégradé des couleurs vers le bleu, et on peut voir ici que c'est plus pâle qu'en haut. C'est parce qu'on soit de la lumière blanche, des gouttelettes d'eau qui font partie du nuage, ou en fait de la brume dans ce cas-ci. J'ai un autre exemple comme ça où on le voit très très bien. Donc, plus sombre à l'extérieur, plus clair à l'intérieur parce qu'on soit de la lumière blanche. Et tout le dégradé des couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, violet, et ainsi de suite. Même chose ici, puis ici, on voit bien l'arc-en-ciel secondaire que je m'en vais ensuite vous expliquer. Donc, l'arc-en-ciel secondaire, c'est celui-ci. Je vais ramener ma simulation à 0. L'arc-en-ciel secondaire se produit lorsque mon rayon arrive, d'en bas. Quelque chose comme ça. Je reviens à ma situation initiale. Et il va avoir encore une fois une position limite d'où les rayons vont pouvoir sortir. Donc là, j'ai mon bleu, ici je m'en vais à la limite. Et si je me retasse jusqu'au rouge, voilà. Donc là, j'ai mon arc-en-ciel secondaire comme ceci. Si on veut voir un peu plus ce que nous, on voit, là, c'est pour l'arc-en-ciel primaire. On avait vu que le rouge était beaucoup plus dévié vers le bas. Donc, c'est des gouttelettes qui sont plus en haut, qui vont nous l'envoyer jusqu'à nos yeux. Alors que le bleu était dévié